OK. Allô tout le monde. Ben tiens, ça me tentait de vous faire une petite vidéo. Alors, au lieu de parler de musique aujourd'hui, on va changer complètement de sujet. Ça sera plutôt sur une histoire des plus grands héros de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, oui, c'est un sujet qui est un peu lourd, mais quand même super intéressant parce que je me suis aperçu, bon, sur Radio Biz, j'en ai parlé un petit peu, puis ça tombait qu'il y a deux Français qui ils ignoraient complètement c'était qui cette personne-là. Alors, j'ai tellement resté bête que je me suis dit, on va en parler, mais on va le faire connaître en même temps au Québec. Pourquoi pas? Alors, c'est pour ça que là, aujourd'hui, je change complètement là, au niveau de la musique, mais je vais en faire d'autres vidéos sur la musique. Il n'y aura pas de problème. Il y aura Kiss qui va être à venir prochainement, qui va être très difficile à faire. Lui, je le prépare un petit peu plus parce que je connais l'histoire de Kiss par cœur, mais sauf que si je me laisse aller, on en a pour 3 jours. Fait que je veux pas être trop technique en même temps, puis je veux vraiment y aller là, d'une façon beaucoup plus intéressante, puis vraiment extrapoler là, vraiment là, l'histoire de Kiss. Et puis même d'autres artistes aussi à venir, ici d'ici, Bon Jovi, The Flippers, et ainsi de suite. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on va parler un petit peu de Jean Moulin. Jean Moulin, qui est-il? Ben, honnêtement, c'est le plus grand héros de l'histoire de la France. Ici au Canada, nous avons Léo Major, qui est vraiment le plus grand héros du Canada, de l'histoire du Canada, de notre courte histoire, et aussi l'histoire du Québec. Ça, c'est certain, ce gars-là, c'est un fou, là. Ben, un fou dans le bon sens, là. Quand on parle de Rambo au cinéma, ben, on a notre Rambo à nous vraiment, là, au sens propre, là. Vraiment, là, tu sais. Le gars s'est battu contre 93 Allemands à lui seul. Il a attaqué une ville où ce que c'était rempli d'Allemands à lui seul. C'est assez capoté. Mais du côté de la France, il y en a un peu Léo Major, de leur côté, Jean Moulin. Jean Moulin qui était préfète, qui était un fonctionnaire, et puis lorsqu'il y a eu l'occupation allemande, là, bon, ben là, c'était sous le régime des nazis, aussi, bon, qui était dirigé par le maréchal Pétain, qui ont décidé, vous savez, bon, qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça ce matin, c'est que on parlait un peu des gens qui pouvaient stouler son voisin, dénoncer son voisin, puis je faisais une genre de petite comparaison justement avec les collabos, et aussi, bon, il y avait la Gestapo. La Gestapo, ça, c'était la police allemande. Alors, imaginez, là, on retourne là, à l'époque l'occupation nazie du côté de la France, et si, par exemple, vous cachez un juif à la maison, et que on vous dit que, tiens, on vous pogne, il y a quelqu'un qui vous stoule, ben vous aussi, là, vous êtes pas, il n'y a pas juste le juif qui s'en va en camp de concentration, mais vous aussi, vous en allez en camp de concentration. Et de un. Et de deux, si on apprend, la Gestapo apprend, et que vous n'avez pas stoulé, vous n'avez pas dénoncé, c'est la même chose, vous êtes aussi coupable que le juif. Imaginez, là. C'était vraiment capoté comme ça. Alors, beaucoup de gens, ben, faut pas se le cacher, il n'y avait pas seulement que des résistants du côté de la France. L'histoire retient que, à entendre parler, c'est qu'il y avait à peu près 99,9% des gens étaient du côté de la résistance. Pas tellement. Il y avait un énorme pourcentage qui faisait partie de la collabo. C'est ce qu'il y a eu après ça, à la fin de la guerre, l'épuration. Pour que ça fasse partie de l'histoire de l'épuration, c'était pas juste avec 12-13 personnes ou 100-150 personnes. Là. Il y en avait beaucoup là, qui ont passé au cash là, lorsque justement les Alliés ont libéré la France. Et là, c'est ça. Alors, Jean Moulin, qui lui, de son côté, a décidé d'être du côté des résistants et de résister. Mais sauf que c'est pas un homme qui était violent, c'est pas un homme qui voulait se promener avec des fusils, c'était plus un intellectuel. Donc son but, ben lui, il est allé en Angleterre, il est allé voir le général de Gaulle, et il est allé dire, écoute, moi ce que je vais faire, je vais être sur le terrain, et je vais unifier un peu tous les groupes de résistance. Parce que au début, la résistance, c'était des petits groupes qu'il y avait un peu partout. Et lui, son but, c'était vraiment d'unifier tout le monde, de comme
former une armée, autrement dit, de résistants, mais qui serait dirigée par lui qui est sur le terrain et bien entendu par le général de Gaulle qui était, lui, caché en Angleterre. Alors, parce que De Gaulle, lui, il n'avait pas mis les pieds du tout. Là. Lui, il s'avait sauvé et il est resté en Angleterre. C'est ce qu'on fait qu'aujourd'hui, on parle de Gaulle, un grand sauveur et ainsi de suite. Mais le plus grand sauveur, c'était Jean Moulin, qui était son bras droit, parce que Jean Moulin, lui, il était sur le terrain. C'est lui qui était sur le terrain et c'est lui qui allait rencontrer en cachette tout le monde, malgré la surveillance des nazis, de la Gestapo, et surtout des Français qui étaient collabos, et s'il y en avait un, lui, c'était vraiment, il marchait sur des œufs tout le temps, parce que là, il fallait qu'il surveille tout, là. Parce que là, il pouvait en avoir un, n'importe qui, là, n'importe quel Français pouvait le dénoncer, là, de même. Et c'est ça. Et à un moment donné, ben, c'est ça, lui, c'était dans le coin de Lyon. Il y avait le chef de la Gestapo, Klaus Barbie. Et lui, lui, à la fin de la guerre, Barbie, il s'est sauvé. Il a réussi à se sauver en Allemagne. Il est retourné chez lui en Allemagne, Klaus Barbie. Et Barbie, ça s'écrit là, vraiment comme une Barbie. Et après ça, il s'est sauvé en Amérique du Sud. Et c'est là qu'on a pu le pogner c'est le Mossad. Non, c'est pas le Mossad qui l'a pogné. Et en tout cas, on l'a pogné, on l'a capturé, autrement dit, en Amérique du Sud. Et on l'a ramené à Lyon, justement. Et c'est ça, c'est là qu'il est décédé quelques années plus tard. Il a fini ses jours en prison. Et il n'a jamais reconnu les faits, et ainsi de suite, mais ça, c'était un sanguinaire. Là, quand on parle de quelqu'un de sanguinaire, de cruel, quelqu'un de méchant, là, ben, Klaus Barbie en était un. Là, à côté de lui, Hitler et Hilmer, c'était vraiment des anges à côté. Là. Alors Klaus Barbie, lui, c'était vraiment, il se faisait un plaisir à torturer les gens. Et c'était pas juste des petites taloches d'en face. Là. C'était vraiment des brûlures de cigarettes, électrocuter les gens et ainsi de suite. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Jean Moulin, lui, il a commencé à monter une belle résistance et il était devenu un peu le chef sur place, sur le terrain, pour la résistance française. Contre, justement, les nazis, pour répliquer contre les nazis. Et le but de la résistance, c'était pas de faire un combat, des combats de corps à corps. C'était vraiment là, de faire dérailler des trains, faire sauter des ponts, tout pour nuire justement aux Allemands. Et dans ce temps-là, ben là, les nazis cherchaient un peu c'était qui cette gang-là, mais eux faisaient ça tout le temps en catimini, justement, pour pas se faire pogner. Parce que, comme je vous disais, n'oubliez pas, il y avait beaucoup de gens qui étaient des collabos et qui surveillaient. Donc, il fallait que tu t'organises pour pas te faire pogner, parce que s'il y en a un qui te toule, un qui te dénonce, ben oublie ça, t'es foutu, là. Cloc, si tu t'en vas directement à camp de concentration, puis t'en sors pas vivant de là, tu sais, parce que là, ils vont dire, oh, ben, gars, t'as tué, parce qu'oubliez pas, les Allemands marchaient comme ça. S'ils apprenaient qu'un Français avait tué, ou même, peu importe si c'est pas un Français, ça peut être un Irlandais, un Belge, ou peu importe, mais s'ils apprenaient qu'ils disaient, oh, tu en as tué un, vous avez tué un Allemand, bon, on va descendre 10 personnes de n'importe qui, là, on ramassait n'importe qui, puis bien entendu, on prenait des jeunes hommes de 20 ans, qu'on savait que, tu sais, on n'allait pas prendre des vieux, là. On savait que les vieux étaient beaucoup plus inoffensifs. Donc, les plus dangereux, c'était qui? Ils arrivaient dans un bar et ils prenaient 10 jeunes personnes qui étaient en santé dans la vingtaine, dans la trentaine, en sachant que ces personnes-là risquent d'être un danger au corps à corps et ainsi de suite. Donc, on les prenait, puis flox, on les envoie dans la rue, puis on en tuait 10. Là. Puis là, on dit, ah, je pense que là hein, ceci est un exemple. Ceci est un exemple. Et là, ben, il disait que, bon, c'est ça, là, tu sais, qu'on ne recommencez plus parce qu'on va recommencer, nous autres, on va en tuer 10. Un Allemand de mort, c'est 10 de chez vous qui meurent. C'était comme ça. Donc, les gens vivaient dans la peur, là. C'était vraiment la peur. C'était vraiment pas drôle, là, à cette époque-là. Alors, lui, Jean Moulin, il a tout monté ça, au risque de sa vie. Et je vous parlais de Klaus Barbie. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une clinique dentaire, là, un dentiste à un moment donné. Et il y avait un code qui se donnait, parce que lui, il envoyait des messages à De Gaulle. Et c'est là, lui, De Gaulle, lui, de son côté, par la radio, il envoyait des messages à tout le monde. Tu sais, le genre d'affaire, là, les carottes sont cuites.
Je répète, les carottes sont cuites. Tous des petits messages codés que l'on faisait. Et puis, eux, ben, ils travaillaient aussi avec des CB. C'était l'arrivée des CB. Et les CB, qui était une nouvelle invention qui venait du Canada en passant, parce que le CB vient du Canada. C'est une invention canadienne. Alors, c'est l'armée canadienne qui fournissait les CB aux gens de la résistance. Et ils pouvaient communiquer. Les Allemands n'avaient pas de CB. Eux autres, là, ne connaissaient pas ça. Là. On venait d'inventer ça, le CB. Donc, le walkie-talkie, là. On venait d'inventer le walkie-talkie. Donc, c'est ça. Et bien sûr, l'armée canadienne n'avait pas donné des walkie-talkies, n'avait pas vendu de walkie-talkie aux nazis. C'était vraiment là, les Alliés qui avaient tout ça. Et bien sûr, au niveau de la résistance, ben, c'était comme ça qu'on s'organisait pour pouvoir attaquer. Et tout ça était planifié en arrière par Jean Moulin, qui était sur le terrain. Et c'est lui qui était vraiment le chef là, de la résistance qu'il y avait. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y avait un code, autrement dit, pour les gens de la résistance, c'est que si au bout de 15 minutes, de 10 minutes, tu te donnes un rendez-vous quelque part, OK? Et pour pas qu'il y ait de soupçons, pour pas qu'il y ait de stool, des gens qui dénoncent, et ainsi de suite, pour pas que ça arrive, c'est qu'on se donnait un rendez-vous, mettons, à 13h30 à telle quelle place. Si après 5 minutes, je suis pas là, va-t'en. Tu t'en vas de là. Tu ne viens pas. Donc, il fallait que tu sois ponctuel absolument. Et cette fois-là, c'est en 41, 42. Je crois que c'est en 41, 42. Bon, il faudrait que j'aille fouiller un peu les détails, parce que là, tout ce que je vous dis, c'est du par cœur. Alors, là, à un moment donné, il s'en va. Il y avait un rendez-vous avec plusieurs chefs de résistance chez un dentiste. La maison, elle est toujours là. Elle n'a pas changé depuis toutes ces années. Là, elle est toujours là, à Lyon. Et puis, là, c'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le dentiste, lui, il avait son endroit en bas. Le premier étage, c'était sa clinique qui était là. Et il vivait au deuxième étage, le dentiste en question. Et puis là, bon, ben là, on se donne rendez-vous en haut au deuxième étage. Et puis lui, Jean Moulin devait rejoindre 2 autres personnes dans un parc. Et ça tombait qu'il est arrivé en retard. Et ces 2 personnes-là, pour une raison qu'on n'explique pas, ont décidé de l'attendre. Et pour une raison qu'on n'explique pas, Jean Moulin n'a pas retourné de bord. Quand il a vu, bon, ben, gars, fuck, je suis en retard, j'oublie ça, ils vont être partis, ou, gars, je vais avorter ça. Il a décidé de se présenter pareil. Et pourquoi je vous parle du 30 minutes de retard, vous allez comprendre pourquoi à la fin. Là, lui, il s'en va là, puis il rencontre les 2 personnes, puis bon, ouais, tant de temps, bordel de merde. Et puis, ouais, parce que ça, tu vas pas dire mais c'est ça. Donc, là, ils s'en vont à la clinique. Et là, il y a 4 autres personnes qui sont en haut, qui les attendent, bien sûr, pour leur rendez-vous. Mais eux ne sont pas au courant que c'est en haut que ça se passe. La madame qui les reçoit, elle pense que c'est des clients. Donc, elle les envoie dans la salle d'attente de la clinique. Et là, ben, eux autres, ils s'en vont là. Et, bien entendu, on parlait qu'il y en a un qui les aurait stoulés, mais en fin de compte, ça serait une femme qui les aurait dénoncés, une Française, qui les aurait dénoncés. Quand on parlait des dénonciations et ainsi de suite, ben c'est ça, ça a été le cas. Donc, ça faisait quand même des mois, et des mois que Klaus Barbie, parce que son nom de code à Jean Moulin, c'était Max. Il y en a eu quelques-uns, non, là, mais ça, c'était le principal. Et il voulait savoir c'était qui le fameux Max en question. Puis là, en fin de compte, on lui dit, Max est à clinique dentaire, il est là. Ah ben, tabarnouche, là, Klaus Barbie avec sa gang, la Gestapo, ils s'en vont tout de suite immédiatement à la clinique dentaire. Puis là, la femme, l'informatrice, elle a dit, il est au 2e étage. Là, ils s'en vont toute la gang au 2e étage, ils pognent les 4 gars, parfait. Et là, ben, quand ils ont vu, il y avait la clinique en bas, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait Jean Moulin avec 2 autres personnes qui étaient à la salle d'attente. Ils ont décidé de rentrer tout le monde aussi. Ils ont dit, vous autres aussi, vous venez avec nous autres. Parce que là, pour eux, même si tu es un client et tu n'es même pas au courant de rien, tu es aussi coupable. Donc, tu t'en viens avec nous autres. Ah ouais, on s'en va t'interroger. Et bien sûr, le dentiste, lui, ben, il était là, on l'a accusé comme de quoi qu'il était complice.
Et là, ben, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est une question de temps. Pourquoi je vous parlais du 30 minutes? C'est que la Gestapo a eu un empêchement et ils sont arrivés, eux sont arrivés en retard à la clinique dentaire. Donc, si Jean Moulin avait décidé ce matin-là, il aurait dit, bon ben écoute, j'ai 30 minutes de retard, on va laisser faire le rendez-vous. Il l'aurait pas pogné. Et de un. Et s'il avait pris un petit peu plus son temps, il aurait vu les voitures, c'était une question de 2-3 minutes. Parce que s'il est arrivé 2-3 minutes un petit peu plus tard, il aurait vu, il aurait pu apercevoir les voitures de la Gestapo à la clinique. Fait que là, dans ce temps-là, on retourne de bord et tu sais, tu t'en vas pas là, tu sais. C'est la gueule du loup, là, tu sais. Donc, ça a été vraiment, là, une connerie comme ça, là, vraiment, là, c'était assez ordinaire. Alors, on embarque tout ce beau monde-là, on les envoie tout à la Gestapo pour questionner, et là, on s'aperçoit que Max, il n'est pas là. Mais là, ils ne savent pas encore que c'est Jean Moulin, là. Eux autres, ils le prennent pour un client de la clinique, là. Et c'est quelqu'un qui, sous la torture, a dit, ben écoute, tu voulais savoir où est Max? Il est dans la pièce à côté. Ah ouais. Donc, ils sont allés le chercher. Et là, ils l'ont questionné. Bien entendu, Klaus Barbie, si je vous disais que c'est un sanguinaire, le boucher de Lyon, c'est pas compliqué, c'est le boucher de Lyon. Pourquoi? Parce que Barbie, lui, c'était un malade dans la tête et pour torturer le monde, il torturait puis pas à peu près. Il était très dangereux. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a torturé, bien entendu, pour qu'il parle. Parce que là, on se dit, attends un peu, là, c'est le chef des résistants, lui-là. Là. Fait qu'en étant le chef des résistants, il y a plein d'informations sur la résistance qu'il va nous donner. Avec ça, tu sais, c'est comme un peu des fourmis, là. Là, tu as la reine. Si tu tues la reine, tu tues le reste. Donc, c'est la même chose. En pognant Jean Moulin, eux, ce qu'ils ont vu, c'est synonyme de on va avoir toutes les informations pour exterminer toute la résistance de A à Z. Parce que c'est lui le top du top. OK? Après De Gaulle. Mais sauf que De Gaulle, lui, il est en Angleterre. Lui, tout ce qu'il fait, c'est du téléphone, du télétravail, justement. Il est en confinement. Il est en confinement en Angleterre, lui, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, là, lui, Jean Moulin, ben, on va avoir ses explications. On veut qu'il dise tout. Et on va le torturer, le retorturer, et le torturer des brûlures de cigarettes. On va le frapper, on va le brûler, on va l'électrocuter. Il n'y a rien qu'on n'y a pas fait. Je peux vous dire de quoi que, si on dit que Jésus a souffert lorsqu'on l'a capturé, là, ben Jésus, c'est un club med à côté de ce que Jean Moulin a vécu. C'est vraiment là, un des êtres qui a le plus torturé dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas une personne qui a souffert autant que Jean Moulin. Jean Moulin, c'est fou la torture qu'on lui a fait faire, là. Et Klaus Barbie, ça en faisait plaisir. C'était... puis aussi la torture psychologique, pas juste physique, mais psychologique. Puis aussi, bon... rentre la tête dans l'eau et ainsi de suite. On attend qu'il est sur le point de se noyer pour le ressortir. C'était vraiment là, une torture incroyable. Puis on le nourrissait presque pas. Puis, parce qu'on se disait, tu vas finir par parler, là, parle. C'est ça qu'on voulait qu'il fasse, là, qu'il se tourne tout le monde. Jamais il a cédé. Jamais, jamais, jamais. Il n'a jamais voulu donner aucune information aux nazis. Il n'a absolument rien donné. Et ça, c'est ça qui fait que ce gars-là, c'est un héros. Parce qu'il a décidé de se sacrifier pour la résistance. Il savait que lui, en parlant, il allait, clocs, briser toute la résistance qu'il y avait contre les nazis. Et il savait ça. Donc, il a décidé de souffrir pour sauver sa gang. Et ça, il fallait vraiment le faire. Ce gars-là, il a tellement souffert. Mais là, à un moment donné, ça tombe dans les oreilles de Berlin, puis un des proches de Hitler, il apprend ça, puis il dit « Hey, attends un peu, là. Ça, c'est Jean Moulin, ça. Mais c'est quelqu'un d'important, ça. » Là, on appelle Klaus Barbie, on dit « Hey, attends un peu, toi, là. Là, on a su que tu es en train de le maltraiter. Vous l'avez touché. » Ben ouais, il est quasiment mort, là. C'est une question de temps, là, puis
On va essayer de le questionner encore, mais il parle pas. Non, 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 attendez une minute, là. Là, vous allez en prendre soin. Vous allez avoir un médecin qui va être à côté de lui, qui va en prendre soin. Ce gars-là, il a une valeur inestimable. C'est le bras droit de Charles de Gaulle. On peut même l'échanger contre des prisonniers allemands. Peut-être même l'idée d'aller reprendre Rudolf Hess, qui est prisonnier en Angleterre, qui était le bras droit de Hitler au début. Tu sais, avec lui qui a écrit Mein Kampf, puis tout ça, c'est un des personnages les plus importants de la Deuxième Guerre mondiale, Rudolf Hess, qui était un peu le Smithers, le William Smithers de Hitler. Puis il avait une valeur inestimable, ce gars-là. Hey, là, ils sont arrivés, tu tortures pas ce gars, tu tortures pas ça du tout. Au contraire, t'en prends soin, amène-le tout de suite à Berlin, donnez-lui de la bonne nourriture pour qu'il se refasse une bonne santé, puis là, on veut qu'il y ait un médecin qui soit à côté de lui, qui en prend soin, puis ne lui faites plus de mal du tout, bien au contraire. Nous, on va pouvoir, il va servir de monnaie d'échange. Hey, c'est un gars qui est super important. C'est le numéro 2 après De Gaulle, c'est le gars le plus important. Bande de cave. Donc, on a décidé de dire, bon ben parfait, là, ils ont lâché le moulin. Et on l'envoie dans un train pour Berlin. Sauf que là, c'est là qu'il est mort suite à ses blessures. Il était tellement torturé qu'il en est mort. Le gars, il était dans la quarantaine. Là, il était en forme et tout, mais à un moment donné, il ne pouvait plus. Là, à force d'avoir mangé des coups et ainsi de suite, il est mort directement là. Et puis, c'est ça. Sauf que là, ce qui est cruel un peu comme Léo Major ici, c'est que on n'a presque jamais entendu parler. Hein? Très peu de médias nous ont parlé de Léo Major. Et là-dessus, faut saluer notre ami Yann Marceau à Radio X, parce qu'il est quasiment un des premiers aussi de n'avoir parlé. Moi, j'en avais entendu parler un petit peu avant, mais je trouvais que c'était exagéré, là, t'sais. Mais sauf que là, il y en a qui ont commencé à sortir des histoires sur Léo Major, puis ah ouais, mais on n'a rien ici sur Léo Major. On n'a absolument rien, nous, sur Léo Major ici. Il faut aller aux Pays-Bas pour voir des rues à son nom, des journées. Il y a la journée Léo Major, qui était un Québécois, là, tu sais. Mais c'était notre Rambo à nous. Et du côté de Jean Moulin, ça a quasiment été pareil. Après sa mort, ça a passé complètement inaperçu. Parce que là, la guerre n'était pas finie. Et bon, ça valait quoi la vie d'un chef des résistants qui avait, tu sais, en plein milieu de la guerre? Bon, ben parfait, c'est plus lui, c'est un autre qui prend sa place. Puis, that's it, c'est quasiment comme gérer une usine à saucisses, là, tu sais. Fait que là, on parle plus de lui du tout. On l'ignore complètement. Et c'est après la guerre, à un moment donné, c'est Charles de Gaulle qui a tenu à souligner son nom. Et qu'il a dit, bon, ben, les gars, écoute, là, on va faire de quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de choses en France hein, sur lui, là. Oui, il y a certaines petites choses, mais pas plus que ça. Tu sais, comparativement à Charles de Gaulle, il y a un aéroport à son nom, tu sais. C'est immense, Charles de Gaulle, c'est un géant pour les Français. Mais je m'excuse, mais Jean Moulin, c'est 100 fois plus big que Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il faisait du télétravail à Londres. C'est tout ce qu'il faisait. Et c'est lui qui tirait les ficelles. Tandis que lui, il était sur le terrain. C'était lui qui prenait tous les risques. Et c'est lui, justement, qui disait à de Gaulle, on va aller faire ça, avertit tout le monde. Et de Gaulle, c'est lui qui après ça, il relayait. Mais ce gars-là, c'était un héros. Parce que ce gars-là, il aurait pu parler avec la torture. Il a décidé de mourir pour ses chums, pour sa gang, pour son pays. Et il a décidé de se la fermer. Il a accepté de souffrir. Comme je vous disais, très rare qu'il y ait des êtres humains qui ont souffert autant que lui. Comme je vous disais, quand on parle de Jésus, tout est vrai sur Jésus. La souffrance que Jésus a eue. C'est un club med, Jésus, à côté de ce que Jean Moulin a passé. Alors, c'est un petit peu l'histoire de Jean Moulin que je voulais vous raconter tout simplement comme ça. Et il y aura d'autres personnes aussi. Hein? Je vous parlais de Léo Major ici, mais on a notre Léo Major féminin, Madame Simard, qui est une femme de Québec. Et elle est notre Léo Major féminin,
qui est allée combattre les nazis, et c'est une héroïne québécoise. Puis elle aussi, on va parler d'elle aussi. Puis on va continuer à parler de musique, bien entendu, ça, il n'y a pas de problème. Alors, c'est tout. C'était tout simplement l'histoire un petit peu de Jean Moulin. J'espère que j'ai fait apprendre un petit peu des gens, et surtout du côté de la famille. J'ai tellement resté bête. C'est quand j'ai vu ça, je disais, ah ouais, vous savez pas c'est qui? Ben voyons donc, c'est votre plus grand héros. C'est sûr que, tu sais, si je vais avoir un Hollandais, et le Hollandais, il voit un Canadien, un Québécois, ou même un Canadien, tu sais, il fera pas la différence. Puis il dit, ouais, ben oui, hey, hein, vous autres, vous avez Léo Major. What the fuck, c'est qui ça? On le sait pas, non? Ben voyons donc, c'est un Canadien, c'est le plus grand héros. Ah ouais, on le connaît pas. Tu sais, c'est la même chose avec nous, Léo Major, là, tu sais. C'est un gars de Montréal, puis il y a plein de Montréalais qui le connaissent pas, là, tu sais. Ils vont dire, voyons donc. Tu sais, le Hollandais va comme poser des questions. Il dit, voyons, ça va-tu, tu sais? Ici, c'est un héros, Léo Major, là, tu sais. Il y a des chansons sur lui, tu sais. Tu sais, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est ce que je voulais faire. Je voulais jaser un petit peu de lui, de Jean Moulin. Alors, salut! Fait qu'on se reprend, puis je vais fermer ça. Bye bye!